ira pour le mieux cette fois-ci. Alors, nous allons aller encore du côté donc de Paris. Après, on va donc inviter Monsieur Bahouri. Monsieur Bahouri, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Est-ce que cette fois-ci vous me recevez? Parfaitement, Monsieur Ba. C'est toujours un plaisir de vous avoir donc à l'émission. Alors, bon, la première question que je vais vous poser, hein, comment vous vous sentez, comment vous vous portez actuellement à Paris? Vous êtes un peu loin de la Guinée. Comment vous vous sentez moralement? Bon, à titre personnel, je me sens bien parce que, comme on peut le dire, je suis libre de mes mouvements, ce que beaucoup de mes compatriotes n'ont pas eu l'opportunité et la chance et qui croupissent aujourd'hui en prison. De ce point de vue, c'est une chance. Mais de l'autre côté, je suis particulièrement triste de voir que le combat pour lequel nous nous battons depuis de longues années, avec beaucoup de sacrifices, des personnes qui qui ont donné leur vie pour que la démocratie et la liberté soient une réalité dans le pays. Jusqu'à présent, on n'est pas encore parvenu à traduire cela dans la réalité. Et récemment, avec les mesures politiques qui sont prises par la gouvernance d'Alpha Condé, on se rend compte que le combat reste encore à faire et que les acquis sont menacés et le désarroi s'empare de l'écrasante majorité de la population. Par rapport à cela, je ne peux pas me sentir que triste de constater que la démocratie n'avance pas dans mon pays. Merci. Ouais, Bahouri, la première fois que nous avons interviewé M. Bahouri, on tombait un peu sous le charme de cet intellectuel hors pair qui pouvait vraiment faire beaucoup de choses donc pour la Guinée. Aujourd'hui, il vit en exil. Alors, M. Bahouri, donc vous êtes vice-président donc de l'UFDG. Avant certainement d'engager un peu notre débat, je nous permettre certainement de vous adresser donc à la diaspora africaine et surtout la diaspora guinéenne qui vous écoule en une petite minute. Je ne sais pas si vous avez un mot pour eux. Bien. Non, je salue la diaspora africaine et particulièrement la diaspora guinéenne. Je lance un message d'appel pour une réelle mobilisation, une prise en compte du danger dans lequel les sociétés africaines sont confrontées à l'heure actuelle. Lorsque vous regardez l'Afrique de l'Ouest, durant ces 2 dernières décennies, aucun des pays n'est à l'abri de soubresauts qui peut remettre en cause sa stabilité et la paix civile. Les Africains de l'Ouest sont tenaillés par la famine, ils sont tenaillés par le chômage, manque de perspectives, et aujourd'hui, la guerre frappe à la porte de certains pays comme le Mali. La Côte d'Ivoire, tant bien que mal, essaye de repenser ses cicatrices et ses blessures. La Guinée, depuis ces 5-6 dernières années, il y a un long combat pour la démocratie et le changement, mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore parvenus à obtenir un résultat fiable. Les pays comme la Sierra Leone, le Libéria, tant bien que mal, essayent de consolider une relative paix, espérons que le processus de réconciliation nationale va s'intensifier et se consolider. La Guinée-Bissau, comme vous le savez, est empêtrée dans une crise perpétuelle. Le Sénégal a réussi une autre transition. Maintenant, le défi qui est lancé au gouvernement sénégalais, c'est de réussir à traduire dans le concret les aspirations de l'écrasante majorité de la jeunesse sénégalaise pour un meilleur emploi, un changement de leur situation. Mais je dois dire que tout cela ne peut se faire que dans un ensemble cohérent, dans un ensemble de stabilité, avec une vision commune pour les populations africaines. Et c'est en cela qu'il est essentiel que les pays africains, surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest, s'engagent résolument dans la résolution et dans la réalisation des aspirations, notamment de sa jeunesse et de ses femmes. Si on parvient à aller dans ce sens, progressivement, nous allons construire un monde de stabilité, de progrès dans cette partie de l'Afrique.
Et la diaspora a une immense responsabilité parce qu'elle est moins tenaillée par les contraintes physiques, les contraintes sociales que ceux qui vivent au continent. Et il faut que l'expertise extérieure, les expériences des autres pays et des autres civilisations puissent servir pour que nous aussi nous parvenons tant bien que mal à amorcer un certain décollage ou l'amorce d'une construction d'États fiables qui vont dans le sens des intérêts de nos populations. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Avec votre permission, nous allons d'abord parler un peu de la Guinée, avant donc de parler un peu de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée dans votre pays. Vous avez dit tout à l'heure que le combat pour lequel vous vous êtes battu, vous n'avez pas encore obtenu gain de cause. Ça fait longtemps que vous vous battez pour ce combat. Vous avez commencé avec le Monsieur Baou, avec Monsieur Ba, avec Monsieur Alpha Condé, Monsieur Jean-Marie Doré. Ça fait pratiquement des décennies. Pourquoi, selon vous, ce combat n'aboutit pas? Et quel est ce combat d'ailleurs? Moi, je crois, bien avant ça, je crois, dès la fin de l'adolescence, je me suis investi en politique. Ça, c'était lorsque Sékou Touré régnait en maître à Conakry. Et mon combat politique date de cette période dans les mouvements, les associations pour les droits de l'homme. Et c'est de là qu'une conscience civique, une conscience patriotique est née et que j'ai essayé tant bien que mal de faire vivre à partir de 1986 en rentrant définitivement dans mon pays. Mais comme ceci est loin, je ne veux pas revenir sur tout ça, mais je dois dire que le combat pour lequel, de manière active, ces 5-6 dernières années, des hommes et des femmes se sont investis, que des dizaines et des dizaines de personnes ont laissé leur vie dans des marches pacifiques, jusqu'à présent, nous ne sommes pas parvenus à obtenir un résultat fiable. La raison elle est multiple. Chacun, en fonction de sa position, peut apporter un éclairage par rapport à cela, mais je dois dire que, principalement, il y a une démission de l'élite ou des élites guinéennes qui n'ont pas assumé leur responsabilité par rapport à la population et à la Guinée. Peut-être sociologiquement ça peut s'expliquer. Toutes les générations qui ont été fortement marquées par la dictature de Sékou Touré ou qui se sont fortement, qui ont évolué dans le système Conté, dans une large mesure, elle ne peut pas parvenir à traduire dans le concret un réel changement démocratique. L'espoir, c'est au niveau de ces jeunes qui ont eu peut-être à peine 10 ans en 1984, c'est-à-dire à la fin de la dictature de Sékou Touré, et qui sont devenus aujourd'hui des adultes. L'essentiel de l'espoir repose sur cette catégorie qui doit contribuer fortement à amorcer et à apporter des idées innovantes pour nous permettre de réussir le changement. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore parvenus, mais c'est un chemin qui peut avoir des hauts et des bas et qui, nécessairement, je suis sûr, parviendra à aboutir. Ce n'est qu'une question de temps, question d'opportunité et question, dans une certaine mesure, de leadership. Il faut y travailler et c'est ça, à cela que je convie l'écrasante majorité de cette nouvelle génération qui émerge, de se sentir responsable, non pas simplement d'elle-même, mais responsable de l'ensemble de la communauté nationale guinéenne et du devenir de la Guinée, parce que fondamentalement, c'est sur cette catégorie, sur cette jeunesse qui émerge, c'est sur celle-là que nous pouvons nous appuyer pour changer la donne et changer la gouvernance de manière radicale dans notre pays. Alors, donc, sous quelle forme ce combat doit se mener désormais avec cette nouvelle génération? Sous quelle forme? Déjà, on a eu une expérience qui a été, dans une certaine mesure, concluante, c'est celle de 2007. Des milliers et des milliers de jeunes ont déferlé dans les rues, ont affronté des balles réelles, et beaucoup d'entre eux sont tombés, plus de 300 morts le 22 janvier 2007, et c'était l'amorce de l'émergence d'une nation
qui était en train de se construire au prix du sang de sa jeunesse. Et la gestion politique qui en a découlé par la suite avec une cohabitation, j'allais dire, crispée entre M. Kouyaté et le général Lansana Conté, suivie par la suite d'une cohabitation, j'allais dire, molle entre Tidiane Souaré et le général Lansana Conté, et par la suite, avec les ruptures et les cascades, avec l'arrivée du CNDD, version Dadis, version Sekouba, la catastrophe de la gestion des élections présidentielles et l'arrivée d'Alpha Condé aujourd'hui, avec tout ce que cela complique, nous amène à montrer que, dans une certaine mesure, le chemin est long, les sacrifices ont été importants, les combats ont été lourds, mais il y a eu des défaites. Mais cela ne veut pas dire que la guerre est terminée. La guerre pour la démocratie et pour le changement se poursuit et nous devons continuer encore, malgré les difficultés, malgré certains reculs, à aller de l'avant. Alors, pourquoi les citoyens guinéens doivent toujours vous écouter, hein? Nous avons vu les citoyens guinéens ont écouté monsieur le professeur Alpha Condé pendant 50 ans, un intellectuel hors pair qui est arrivé donc à la tête du pays. Hein? Les Guinéens se sont dit qu'il allait avoir donc beaucoup de changements, mais depuis son avènement, les choses n'ont pas tellement changé. Alors, pourquoi les Guinéens doivent toujours écouter, si vous voulez, un peu les intellectuels? Non, je crois que les Guinéens n'ont pas réellement écouté Alpha Condé. Les Guinéens connaissaient, beaucoup d'entre eux connaissaient Alpha Condé, qui était le symbole, disons, du refus d'un déni de la réalité. Monsieur Alpha Condé est apparu depuis très longtemps comme un nostalgique d'un passé révolu. Il était enfermé dans ses analyses, j'allais dire, dont le modèle c'est Enver Hoxha, l'Albanie de Enver Hoxha des années 60. Et ça, c'était le premier point. Le deuxième point, M. Alpha Condé n'a jamais été clair par rapport à la cohabitation et à l'harmonie des différentes communautés nationales. Il a toujours considéré les Guinéens à travers des ethnies, le Peul, le Soussou, le Forestier, le Malinké. Ça, c'était l'analyse et l'attitude de M. Alpha Condé. Et en troisième position, M. Alpha Condé n'a jamais apparu comme un démocrate. Il y a eu des circonstances qui lui ont été favorables, avec, disons, l'ostracisme du pouvoir de Lansana Conté contre la communauté malinké en 1985. M. Alpha Condé s'est emparé de cette situation historique pour apparaître aux yeux de la communauté mandingue qui était victime des exactions du 4-5 juillet 1985 comme étant le sauveur de cette communauté, et il s'est engagé dans une dynamique ethnocentriste qui est parvenue au pouvoir aujourd'hui avec les conséquences que nous connaissons. Donc, il y a eu un refus de voir la réalité politique que M. Alpha Condé incarnait, et ça a coûté très cher, et ça coûte très cher à la communauté nationale aujourd'hui. Et je dois répéter aussi que le combat pour la démocratie, certes le RPG était associé, le RPG a laissé également beaucoup de ces éléments qui sont morts pour le changement démocratique, mais le leadership était incarné par une idéologie rétrograde et par une volonté de restauration d'un ancien ordre dictatorial qui est complètement révolu. Donc il y avait deux dynamiques, une volonté de changement au niveau des populations qui aspirent à la liberté et au droit et au respect des droits de tous les citoyens, et un leadership ethnocentriste rétrograde et qui voulait restaurer une dictature qui est complètement dépassée par le temps. Aujourd'hui, il est au pouvoir. La communauté mandingue, dans une large mesure, se rend compte qu'il a été piégé par une idéologie ethnocentriste qui l'a mis en marche par rapport
à l'évolution des autres communautés du pays et par rapport à l'évolution normale d'un pays qui devrait être moderne et s'engager vers un changement réel démocratique. Et les intellectuels n'ont pas joué leur rôle pour décortiquer, pour aller au fond des choses, pour montrer la réalité de l'action politique de chaque courant qui traversait la société. Nous le payons très cher et c'est la raison pour laquelle je souhaite et je veux que chaque action politique, chaque courant politique, chaque leader politique soit décortiqué à l'aune de son passé, de son bilan et de ses perspectives pour qu'on décèle ceux qui sont réellement pour le changement démocratique ou ceux qui sont uniquement mus par des intérêts et des ambitions égoïstes qui ne concernent que leur personne. Et ça fait partie, disons, d'une exigence de vérité et d'une exigence de responsabilité vis-à-vis de la communauté nationale. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que les intellectuels n'ont pas certainement joué un peu leur rôle. Vous avez parfaitement raison. Vous avez été un grand enseignant, un grand formateur, mais vous êtes rentré un peu en politique. Est-ce que c'est pas pratiquement un peu l'erreur aussi des intellectuels comme vous, qui vous avez des doctorats? En principe, c'était donc pour enseigner, rentrer dans le domaine de la formation et des recherches. Mais la majeure partie donc des Africains qui ont donc le doctorat préfèrent donc faire de la politique. Alors, est-ce que là, ce n'est pas là aussi se trouve un peu le problème, M. Barra? Non, moi, personnellement, si je prends mon cas, j'ai fait mes études en France, je suis rentré dans mon pays, j'ai travaillé, j'ai commencé comme beaucoup de mes compatriotes, des collègues de mon âge, à travailler dans une banque où je suis resté pendant plus de 20 ans et j'ai gravi les échelons avec beaucoup de problèmes puisque je menais parallèlement mes activités politiques et mes activités professionnelles. En 1993-14, j'ai été exilé à l'intérieur du pays à Kamsar pendant 3 ans pour ne pas être à Conakry. Bon, je pense que je vois la politique non pas comme un métier, mais comme une exigence pour la transformation économique et sociale de mon pays. Et c'est la raison pour laquelle je suis quelqu'un qui a travaillé en Guinée, qui a côtoyé des hommes et des femmes, qui a appris à travailler dans un ensemble diversifié tel que la Guinée, qui a eu des responsabilités dans le cadre bancaire, qui a eu également des responsabilités dans le cadre de formation, qui a eu des responsabilités pour recruter, pour former. Et là, je me félicite que les jeunes gens que j'ai eu à recruter, sont de toutes les ethnies et je suis fier de me rendre compte aujourd'hui, dans l'activité bancaire de la Guinée, ils sont parmi les meilleurs. Donc, ce n'était ni du favoritisme, ni du népotisme, mais c'est parce qu'on veut choisir les meilleurs des fils et des filles du pays pour accomplir un travail bien précis. Et là, moi, je suis un intellectuel qui était dans le concret. Le doyen Bamamadou disait d'ailleurs d'Alpha Condé, il n'a jamais travaillé, donc si vous lui donnez le pouvoir, il ne saura pas quoi en faire. Malheureusement, le doyen a eu raison, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que M. Alpha Condé a du mal à gérer les affaires de la Guinée. Alors, mais il est aussi au pouvoir, il va falloir certainement composer un peu avec lui. Alors, vous êtes actuellement en exil, il y a un moment donné, un mandat d'arrêt international contre vous. Il y a aussi un dossier aussi qui doit aussi s'ouvrir au niveau donc de Paris. Où se trouve exactement, où en est-on avec votre dossier? Le mandat d'arrêt, vous savez, merci de poser cette question, parce que derrière cette affaire du 19 juillet, il y a plus de 50 d'hommes et de femmes, de militaires qui sont en prison. Récemment, il y a eu 2 décès, dont Tierno Soufiane Diallo et le colonel Isiaga Camara, le neveu de l'ancien président de la Guinée, qui sont morts dans des conditions inacceptables parce que tout simplement on a voulu les liquider.
pour un pays comme le nôtre, qui a eu l'expérience du Cambouaro, qui a eu l'expérience de beaucoup de tragédies dues à cause des purges politiques, que nous revivions en Guinée en 2012 des situations analogues, c'est encore inacceptable et intolérable. Mais la société va se réveiller et le réveil risque d'être très douloureux pour les commanditaires de ce genre d'exactions et de violations des droits de l'homme. Donc, de ce point de vue, c'est ça. Donc, la justice qui aurait dû gérer le dossier a récemment délivré un non-lieu pour 15 personnes, dont le général Nourou Thiam et tant d'autres militaires et quelques civils, pour que ceci soit relâché. M. Alpha Condé a posé le pied dessus, a refusé que ces gens-là recouvrent leur liberté, et la décision a été invalidée par une Cour suprême aux ordres, et le dossier est complètement remis à plat, et on ne sait pas quand est-ce ça pourrait faire avancer le processus judiciaire pour que ces hommes et ces femmes puissent recouvrer leur liberté. Alors, est-ce que pour parler quand même d'une fatalité, on a l'impression que les grands hommes en Afrique doivent soit connaître l'exil ou bien la prison? C'est le lot de tous les pays en construction. Tous les pays en construction sont passés par là, par des ruptures, par des sacrifices qui sont très lourds. Un pays comme la France, la démocratie française est le fruit de beaucoup de sacrifices. En 1870-1871, par exemple, la révolution des communards, il y a eu près de 70 000 personnes qui ont été exécutées dans Paris. Bon, je ne vais pas remonter jusqu'à la révolution de 1789, mais même à la fin des années 50 et au début des années 60, avec la guerre d'Algérie, il y avait un combat assez âpre entre des démocrates et des non-démocrates, et c'est progressivement qu'une société évolue vers plus de démocratie et de liberté pour se stabiliser. Je reprends l'exemple des pays de l'Amérique latine. La plupart des pays de l'Amérique latine, il y a 20 ans, étaient des pays qui étaient dans des régimes autoritaires et dans des guerres civiles. Aujourd'hui, la plupart des pays de l'Amérique latine sont des pays émergents comme le Brésil et des pays d'une certaine forme de stabilité et qui progressent. Je suis persuadé que dans notre zone aussi, nous irons dans ce sens. Mais pour cela, il faut des sacrifices. Il faut que des hommes se battent pour amener le pays à s'enclencher dans cette direction. C'est notre rôle en Afrique de l'Ouest et en Guinée particulièrement. Je fais partie de ceux qui, demain, on pourra dire, qui se sont battus, qui se sont investis pour que la Guinée soit un pays démocratique, soit un pays moderne et soit un pays dont l'économie prospère et qui pourrait faire partie des pays locomotives de cette partie de l'Afrique. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ba. Nous allons donc un tout petit peu parler un peu de votre formation politique, qui est donc l'UFDG. Vous êtes donc l'un des pères un fondateur donc, de ce parti. Aujourd'hui, vous êtes en exil. À un moment donné, on avait l'impression qu'il y avait un certain, j'allais dire un bicéphalisme à la tête, c'était un peu de l'UFDG. On avait parlé des pro-Baouri, des pro-Cellou d'Alain Diallo. Où se trouve exactement votre parti aujourd'hui? Bon, je crois que, vous savez, il ne faut pas craindre qu'il y ait des courants dans un parti politique. Le monolithisme n'a jamais fait avancer les choses dans aucune entité, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les autres parties du monde. En Afrique, on a l'habitude de monolithisme, la seule parole, l'individualisation, la personnalisation d'une formation politique à travers une personne. C'est ce que personnellement j'ai toujours refusé. C'est la raison pour laquelle, membre fondateur de l'UFDG, j'ai cédé volontairement pour des considérations politiques réelles et objectives la tête du parti pour le doyen Ba Mamadou en 2002 pour permettre à la formation politique de s'élargir et de grandir. Nous avons fait de même en 2007
dans quelques jours, ce sera pratiquement le 5e anniversaire. Nous avons fait de même en accueillant l'ancien Premier ministre du général Lansana Conté, M. Cellou Dalein Diallo, pour le mettre à la tête du parti, pour rassembler encore davantage et montrer que nous avons un projet politique. Ce projet politique passe par une institution politique qui est l'UFDG pour que la Guinée soit un pays démocratique et une société ouverte et unie. C'est le sens du combat que nous avons mené et je m'en tiens à cela. Maintenant, à l'épreuve des faits, il s'est avéré qu'il y a des divergences d'appréciation de l'action politique et de l'action publique et il est nécessaire, essentiel que cela soit connu pour permettre aux citoyens de choisir en toute connaissance de cause la logique ou la ligne politique ou l'option politique qui leur permettra de faire avancer le pays. Et donc, bicéphalisme, non. Expression démocratique, oui. Et ça, c'est dans le sens du renforcement et de la nécessité de faire évoluer d'abord l'institution politique et ensuite un pays qui est marqué par l'autoritarisme, un pays, la Guinée, pour qu'il soit démocratique. Ça, c'est au niveau des principes. Maintenant, il y a des choses qui ont fait que je suis aujourd'hui exilé et ceux qui dirigent le parti par rapport à cela n'ont pas suffisamment joué le rôle qu'on aurait pu attendre d'eux. Il y a, par rapport à la gestion de la gouvernance d'Alpha Condé, l'attitude à avoir. Nous n'avons pas également la même approche et aujourd'hui, la situation est désespérante pour l'écrasante majorité des membres de l'IFDG qui revoient encore une répétition des erreurs qui ont été commises entre le premier tour et le second tour de l'élection présidentielle à travers la constitution d'une nouvelle CENI. Donc, ce n'est pas une opposition entre deux personnes, c'est deux visions qui ne sont pas du tout les mêmes dans le contexte actuel de la Guinée et c'est ça qui donne cette impression, disons, de bicéphalisme. Alors, vous remettez un tout petit peu donc en cause un peu la manière dont l'UFDG est dirigé en ce moment. Est-ce que vous êtes prêt à demander certainement un congrès afin certainement donc de laver les linges sales ou bien donc d'expliquer certainement les deux visions, bien votre vision certainement aux militants de l'UFDG? Bon, vous savez, le congrès doit avoir lieu en 2014. Espérons que d'ici là, que je serai déjà rentré en Guinée pour que le combat soit équitable et qu'il permette à tous les acteurs de pouvoir s'exprimer en toute liberté. Bon, mais d'ici là, il faut, dans un contexte difficile, il faut que cette expression des divergences d'opinion puisse se faire pour permettre à tout le monde, disons, de choisir en toute connaissance de cause demain quelle attitude avoir, quelle ligne politique faire passer en avant, quels seront les hommes et les femmes qui seront porteurs des vraies actions de changement dont le pays aura besoin. Ça, il faut que les gens s'expriment, il faut que les idées se fassent entendre et il n'y a aucun tabou à ce que cela soit su. On a laissé Alpha Condé dans le silence, il refusait tout débat et aujourd'hui, il nous ramène 40 ans en arrière. Je ne souhaite plus que mon pays continue toujours à avancer à reculons alors que le monde est en train d'avancer dans le sens du progrès et nous avançons dans le sens, disons, toujours de la régression. Alors, mais par deux fois, vous avez donc fait preuve d'humilité et puis de sacrifice de soi, puisque vous avez cédé votre place à deux leaders, donc M. Bamadou et M. Cellou Dalein Diallo. Alors, les militaires disent que, bon, l'heure est venue pour M. Bahouri, c'est de prendre la direction donc de l'UFDG. Je sais que vous allez me dire que c'est un peu de façon prématurée, hein, mais est-ce que vous êtes prêt cette fois-ci, si vous avez l'occasion, à jouer ce premier rôle? Non, vous savez, lorsqu'on est en politique, on assume le rôle qui nous incombe
au moment où on est en situation. Je me suis toujours battu en politique, j'ai toujours pris des initiatives avec d'autres, bien entendu, pour que ce pays change et ce pays aille dans le sens du progrès. Et je pense qu'en étant le président du comité d'organisation de la manifestation du 28 septembre, c'était une volonté et une aptitude à montrer que nous sommes prêts à laisser notre vie pour que le pays change. Et beaucoup de questions essentielles, j'ai été le porteur de ces questions essentielles pour que la Guinée avance. Et demain, si l'écrasante majorité des militants et des militants de l'IFTG me font confiance et se disent que je suis à même de porter leur espoir, je suis prêt à l'assumer comme j'ai assumé d'autres responsabilités par le passé. Vous avez parlé dans des questions essentielles et vous avez critiqué à un moment aussi la gestion. Concrètement, je sais que vous l'avez certainement bien expliqué tout à l'heure, mais pour les auditeurs qui nous suivent, concrètement, qu'est-ce que vous reprochez certainement à la gestion, à la manière dont l'UFDG est dirigé en ce moment? Qu'est-ce que vous reprochez à M. Sylvain Dalein Diallo, puisque c'est lui qui est donc le leader en ce moment? Donc, la seule chose, l'une des rares choses qu'il faut dire, c'est que après les présidentielles, il fallait tirer les leçons de l'échec des présidentielles et ne pas recommencer les mêmes erreurs. Ces échecs n'ont pas été tirés avec beaucoup de lucidité et beaucoup de profondeur, et on a continué à faire comme si les élections présidentielles n'avaient pas eu lieu et qu'on n'a pas subi une défaite du fait que la stratégie n'a pas été suffisamment et correctement appliquée. Pour être plus précis, regardez, M. Alpha Condé vient au pouvoir, il viole la Constitution, il viole les droits de l'homme, il veut ramener la Guinée 40 ans en arrière, et en fin de compte, l'UFDG, puisque je ne peux parler que pour l'essentiel que pour l'UFDG, la seule chose, c'était de revendiquer et d'organiser des manifestations pour des marches, pour réclamer un dialogue avec un dictateur qui était en train de mener sa politique de manière systématique et de manière planifiée. Ça, c'est une erreur fondamentale et qui nous coûte excessivement cher aujourd'hui. La deuxième erreur, ou même faute, c'est par rapport à la gestion du 19 juillet. Le numéro 2 du parti est impliqué comme étant l'organisateur, selon Alpha Condé, de l'attaque contre son domicile. Il a été, par chance, il a pu s'échapper, d'autres n'ont pas eu cette chance, et le parti qu'il a fondé, à travers sa direction, a été en deçà des responsabilités qui devaient lui permettre de prendre ce dossier comme étant le dossier essentiel contre la gestion du gouvernement actuel. On a fait comme si rien ne s'était passé, et aujourd'hui, le recours à la violence, à l'intimidation est chose courante. Je peux même vous dire que mardi dernier, un de nos responsables, Elhadj Mody Sidi, une grenade a été lancée contre son domicile. Par chance, il n'était pas à l'intérieur, sinon il aurait été déchiqueté et certains de ses membres de sa famille, par miracle, n'ont pas été blessés. Et ça s'est passé mardi dernier à 20h. Et jusqu'à présent, le gouvernement guinéen n'a pas dit quoi que ce soit. L'opposition n'a pas élevé le ton pour demander des explications par rapport à cette atteinte à la vie physique d'un des responsables politiques guinéens. Je considère que tout cela, ce sont des fautes qui doivent permettre aux citoyens d'ouvrir les yeux et de se rendre compte qu'il faut qu'ils se rendent compte que le danger est à portée et à côté, et il ne faut pas faire comme si la bataille politique, c'est des rivalités entre des personnes
mais c'est l'avenir du pays tout entier qui est en jeu. Je Alors, m'arrête par rapport à là, pour ne pas parler des questions d'actualité, par rapport à la CENI, où là aussi, malgré nos 44% au premier tour de l'élection présidentielle, on est considéré comme un parti, comme les autres, avec un représentant à la CENI. Je pense que tout cela ne facilite pas la vraie représentation du principal parti guinéen et amène le dictateur à dicter sa politique, à faire comme s'il n'y a aucune opposition contre son régime dans le contexte actuel. puisque vous parlez donc de la... Nous allons rester à la CENI. Tout à l'heure, vous avez dit un représentant, alors au lieu de deux. Pourquoi pas deux? Officiellement, le parti a deux représentants. Bon, formellement, il y a deux représentants, mais en réalité, M. Pathé Dieng a été désigné par l'ensemble du collectif et de l'ADP comme étant le candidat de ce collectif. Et formellement, il fallait qu'il signe au nom d'un parti politique. C'est des arrangements de ce genre qui ont fait que, formellement, on se retrouve avec deux commissaires pour l'IRDG, mais en réalité, ce n'est qu'un seul. Alors, cela ça nous amène certainement à parler un peu donc du rôle donc de l'UFDG au sein donc de l'ADP. L'ADP. Alors, vous êtes en train de nous dire que c'est certainement une petite erreur d'être au sein donc de l'ADP et donc, si vous voulez, donc de faire beaucoup de concessions. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Moi, je pense qu'il y a une volonté de contenter tout le monde. La démocratie c'est une démocratie représentative. Un parti qui pèse 20% ne doit pas avoir le même niveau de représentation qu'un parti qui pèse 30%, ainsi de suite. C'est là la loi de la démocratie et de la loi de la représentativité. Mais si on nie cette réalité, il va de soi qu'on affaiblit les fondamentaux de l'action politique dans un régime démocratique. Et après, ce n'est que confusion et la Guinée est dans une situation confuse où celui qui détient le pouvoir, malgré ses 18% au premier tour, a la totalité du pouvoir comme il l'a toujours souhaité et ce qui est dangereux pour la démocratie et pour la liberté. Et la Guinée est aujourd'hui, je le répète, dans une situation d'une extrême dangerosité pour l'expression démocratique et pour sa stabilité. Pour refaire, M. Baouri, s'il était donc le président donc certainement donc de l'UFDG en ce moment, vous allez décider certainement de voler un cavalier seul avec vos 44% au premier tour, ou bien vous associer certainement à d'autres formations politiques pour conquérir un peu conquérir, si vous voulez, beaucoup de choses au niveau donc du pays. Vous regardez aujourd'hui la CENI actuelle, et ils disent pour l'opposition, disent pour la mouvance présidentielle, 3 éléments dits de la société civile et 2 de l'administration. L'UFDG, parmi les 10 de l'opposition, a un représentant en réalité. Et en fin de compte, comment l'UFDG, qui est le principal parti politique du pays, et le principal parti politique de l'opposition, peut-il influencer de manière positive et déterminante la CENI où sa voix ne compte que pour un seul commissaire? Il va de soi, c'est une banalisation de la représentativité du parti et ce qui fait que la CENI, pour moi, dans le contexte actuel, c'est une CENI totalement dévolue au régime de M. Alpha Condé. Donc les conséquences donc de cette CENI que vous venez certainement de décrire, quelles sont les conséquences pour les formations politiques et surtout pour l'UFDG? Ça veut dire que les conséquences, c'est la banalisation du poids de l'UFDG dans le cadre de la CENI, c'est l'affaiblissement de la CENI en tant que telle, parce que la CENI ne repose pas sur une légitimité réelle. Les commissaires ne s'adossent pas sur de puissantes formations pour leur permettre d'avoir la capacité de résister aux desiderata du pouvoir, et ce qui fait que, émiettés, isolés, un par un, ils sont fragiles devant un pouvoir tout puissant qui leur impose
soit par l'intimidation, soit par la corruption, soit par des faveurs soit par des privilèges. Dans le contexte de la Guinée d'aujourd'hui, il leur est très difficile de s'opposer au pouvoir. On n'est pas tellement cher la peau, certainement, de l'opposition pendant donc les élections législatives qui vont se passer très bientôt. C'est un peu cela? Bon, je pense que déjà, je suis désolé de le dire à mes compatriotes, à tous ceux qui m'écoutent, mais le jeu est déjà fait. Alpha Condé a pris 2 années, comme il avait pris 4 mois pour créer la confusion au niveau de l'organisation des présidentielles. Il a pris 2 mois pour mettre en place une stratégie qui lui permettra de se déclarer vainqueur, quels que soient les candidats pour les prochaines élections législatives. Et ça, c'est un grave danger pour la représentation nationale et pour la démocratie. 2 ans de perdus qui ont donné du temps à la dictature de se donner les moyens de s'installer. La Côte d'Ivoire, après l'élection de Ouattara, 6 mois après, on avait déjà les législatives. On prend le Sénégal, au mois de mars, février-mars, élection présidentielle, au mois de juillet, élection législative. Jusqu'à présent, depuis bientôt 2 ans, la Guinée est incapable d'organiser des élections législatives. Cela veut dire qu'il y a anguille sous roche et qu'il n'y a pas une volonté de faire en sorte que la représentation politique du pays se traduise effectivement de manière concrète et de manière libre au niveau du Parlement. Et M. Alpha Condé est en train de réussir dans cette stratégie d'enlisement de l'ensemble du processus politique guinéen. Donc de la stratégie qui a permis donc au président Alpha Condé donc de nommer donc les 25 membres de la CENI. Est-ce que là vous avez vu quand même, vous avez vu des vices de procédure là? Est-ce que la stratégie était un peu mauvaise, a été un peu viciée par le chef de l'État, ou bien selon vous il a suivi un peu la loi? Non, ils n'ont pas suivi la loi. L'élection de M. Bakary Fofana comme candidat de la société civile, c'était un coup de force qui a été dénoncé par certains responsables de la société civile. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, l'ordre des avocats avait désigné M. Dina Sampine pour le deuxième poste au niveau pour la représentation de la société civile. Le décret qui est sorti a mis M. Kébé, ce qui est contraire à la loi. Déjà à travers ces 2 cas, ça vous montre que les choses ne se sont pas passées comme ça devrait être. M. Alpha Condé n'a même pas hésité, lors d'une rencontre avec les centrales syndicales, de dire que Bakary Fofana est son candidat, que ça plaise ou non, et il le soutient. Et il menace les syndicats qui iraient à l'encontre de sa volonté pour faire de Bakary Fofana d'abord commissaire et ensuite président de la CENI, ce qu'ils ont réussi à faire hier. Donc, en d'autres termes, M. Alpha Condé a toujours utilisé la brutalité, le viol des principes et des règles pour s'imposer. Et après, on pleurniche pour dire qu'on va faire des recours à la Cour suprême, et alors que la réalité a déjà changé. Et après, on ne revient pas en arrière. Et on dit qu'il faut négocier sur l'existant. Et c'est comme ça que les lois ont été piétinées, les délégations spéciales ont été érigées sur l'ensemble du pays, et de manière illégale, mais à chaque fois on crie, et le lendemain, la caravane passe, et les chiens aboient. M. Alpha Condé, lui, il continue à mener sa politique, et il a continué ainsi jusqu'à maintenant. Pourquoi ne pas se rendre compte que le jeu est inégal et qu'il faut s'opposer de manière nette et claire contre les mesures anticonstitutionnelles du pouvoir? Si ça a été fait dès le début, il y aurait eu clash
Mais à partir de ce moment-là, le jeu aurait été autre. Malheureusement, à chaque fois, on plie, on laisse passer, et c'est comme ça que M. Alpha Condé est en train de parvenir à son but. Et ça, c'est une irresponsabilité de ceux qui ont mené l'opposition dans ce sens. Alors, donc, quelle forme donc de contestation proposez-vous? Parce qu'à nos connaissances, l'opposition s'est quand même opposée. Il y a eu des marches depuis pratiquement 2 ans. Il y a eu beaucoup d'emprisonnés, des blessés, des morts même. Alors, quelle forme, si vous voulez, de contestation vous proposez, autre que ce que nous avons déjà vu alors? Non, c'est déjà, vous savez, la population, elle s'oppose par rapport à son vécu, par rapport aux mesures discriminatoires qu'elle est en train de subir. C'est ça qui fait descendre les hommes et les femmes dans les rues. Maintenant, le leadership politique utilise cette frustration collective pour des revendications qui sont des revendications marginales. Des gens meurent pour qu'on dialogue avec un pouvoir en place. Comment vous pouvez expliquer cela? Plus de 2 milliers de prisonniers pour dialoguer, entre guillemets, non pas pour arrêter les violations anticonstitutionnelles des droits des citoyens, pour s'opposer aux théories, par exemple, de Zogota et tant d'autres choses, pour s'opposer au licenciement des fonctionnaires uniquement parce qu'ils n'ont pas le meilleur nom ou le bon nom. Comment ne pas s'opposer de manière radicale à tout ce qui peut contribuer à déstabiliser la Guinée de manière définitive? On considère cela comme étant des choses marginales. Malheureusement, ce sont ces choses-là qui sont essentielles et qui font que les Guinéens se rendent compte un peu tardivement qu'ils se sont trompés de bataille. Alors, vous parlez donc de poser de façon radicale. Est-ce que vous êtes en train de faire appel à un soulèvement par exemple? Je pense et je souhaite que le peuple de Guinée, pour la défense de ses droits civiques, de la constitution du pays, de la liberté et de la démocratie, s'oppose de manière radicale aux mesures dictatoriales de M. Alpha Condé. C'est-à-dire, de manière radicale. De manière radicale, avec tout ce que cela implique, c'est que les droits civiques sollicitent. Il est dit dans la Constitution, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout peuple opprimé a la liberté et a le droit de s'opposer à l'oppression. Donc vous n'oubliez pas certainement un peu un soulèvement. Comme en 2007, pourquoi pas? D'accord. Merci donc M. Bahouri. Alors, nous allons passer au moins 2 ou 3 questions concernant la Guinée et puis ensuite parler un peu. Vous permettez de vous souffler peut-être pendant une petite minute et nous allons parler donc de l'Afrique de l'Ouest et ensuite permettre donc aux auditeurs de vous poser au moins quelques questions. Alors, la manière, donc si vous voulez, l'opposition avait proposé donc 10 membres au niveau donc de la CENI et au finish, l'opposition a eu 9 membres. Aujourd'hui, le ministre de l'administration du territoire a dit que donc le nom de M. Bayo a été donc remplacé parce qu'il ne remplissait pas donc les conditions, qu'il est donc toujours président donc d'un parti politique, c'est donc le PS. Alors donc le chef de l'État a utilisé donc si vous voulez les moyens, j'allais dire les moyens légaux. Quelle est certainement votre appréciation par rapport un peu à cela? C'est pas au président de la République de choisir les commissaires du collectif et de l'ADP. Si M. Bayo ne remplissait pas les critères pour être commissaire à la CENI, il fallait, de par la loi, récuser son nom et demander à ceux qui l'ont présenté de se pourvoir pour amener une autre candidature qui remplirait les conditions. C'est comme ça. Et je pense que le collectif et l'ADP, en tant qu'entité de l'opposition, a le droit de proposer des citoyens guinéens, quels qu'ils soient, pour être commissaires. C'est de leur responsabilité, de par la loi, de faire des propositions d'hommes crédibles, honnêtes, ayant les compétences morales et intellectuelles pour être commissaires.
Mais est-ce que ce que vous venez de dire, est-ce que la nouvelle loi ne rend pas un peu ambigu ce que vous venez de dire? La nouvelle loi dit, si après 10 jours donc de la liste, bon, si l'opposition n'arrive pas donc à trouver donc une liste, ou bien s'il y avait je crois des petits problèmes, le chef de l'État par décret peut donc nommer donc les membres de la CENI. Est-ce que le chef de l'État n'a pas utilisé, si vous voulez, cette petite clause? Non, c'était déjà, la liste a été déposée suffisamment tôt pour ne pas être sous le coup de la loi. Si tel était le cas, même la liste de la mouvance aurait subi le même sort. Fondamentalement, M. Bayo Derange, c'était l'un qui avait le punch, la poigne et la carrure pour s'être opposé à Luceni Camara. Ils se sont rendus compte qu'il fallait amoindrir la capacité de la nouvelle CENI à s'opposer à certaines mesures antidémocratiques du pouvoir et de la majorité de la CENI. C'est la raison pour laquelle M. Bayo était de trop. Alors, revenons donc à l'avant-dernière question par rapport donc à M. Jean-Marie Doré, hein, qui apparemment, dans sa réponse un peu, j'allais dire un peu ambiguë, hein, il dit que le chef de l'État vient donc de me placer donc dans l'opposition. Donc apparemment, lui-même, on a l'impression qu'il est en train de dire qu'il n'est pas du tout dans l'opposition, hein, qu'on lui donne certainement une place donc il n'a pas certainement demandé. Bien entendu, cela prouve que dans une certaine mesure, M. Alpha Condé fait ce que bon lui semble et en ne respectant pas la loi, en ne respectant pas les partenaires politiques, et cela se laisse guider par le bout du nez et suivre les désirs de M. Alpha Condé. C'est la raison pour laquelle, il y a une semaine, j'ai titré une de mes déclarations comme quoi on assiste au requiem de la CENI en Guinée pour dire que la CENI, comme organisme neutre, indépendant, pour gérer le processus électoral guinéen et cet organisme est mort et ce n'est pas la CENI actuelle qui fait office d'une véritable CENI. Ce n'est qu'un appendice du ministère de l'administration du territoire qu'on appelle CENI qui est mis en place et la majorité de mes compatriotes se sont rendus compte que c'est le cas et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux aujourd'hui souffrent dans leur âme et dans leur cœur par rapport à cette grave défaite qu'ils viennent de subir, alors qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour que ça ne soit pas ainsi. Alors, revenons certainement à la gestion donc, du président Alpha Condé. Ça fait pratiquement bientôt 2 ans qu'il est donc à la tête du pays. Hein. Alors, on ne peut pas dire qu'il a fait seulement que de mauvaises choses. Au niveau donc, des institutions internationales et puis dans le monde entier, on constate certainement des avancées. Hein. La preuve, donc, il a bénéficié donc du PPTE. Alors, quels sont pratiquement, j'allais dire, à votre avis, un peu, pouvez-nous d'abord, est-ce que pouvez-nous dire que le chef de l'État, depuis qu'il est à la tête du pays, n'a pas accompli certainement des choses pour la Guinée, ou bien tout ce qu'il a fait assez mauvais? Non, je dois dire, vous savez que globalement, tout ce qu'il a fait que la Guinée est aujourd'hui beaucoup plus malade qu'elle ne l'était avant l'arrivée de M. Alpha Condé. Les communautés sont séparées, divisées. La stabilité du pays n'est pas du tout elle est fragile. Les institutions sont domestiquées. L'espoir que la population avait pour la mise en place d'institutions démocratiques, cet espoir est en train de s'éroder, malheureusement. Donc, M. Alpha Condé, par rapport à l'essentiel pour lequel certains ont voté pour lui, aujourd'hui, il nous a ramené nettement en arrière, en deçà de ce qu'on aurait pu attendre d'un intellectuel à la tête du pays. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, par rapport à la gouvernance économique, M. Alpha Condé s'apparente comme un affairiste. Hein? La manière dont, avec son fils, il gère les mines de la Guinée, c'est un désastre. Et les Guinéens vont se réveiller un jour en se rendant compte qu'il a bradé l'essentiel de notre richesse nationale. Et la stratégie de la mise en place d'une assemblée à sa dévotion, d'une assemblée nationale, c'est uniquement pour lui permettre de valider les contrats gré à gré qu'il a signés de manière opaque
avec certaines compagnies minières au détriment des intérêts fondamentaux de la Guinée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour se dire, faut-il accompagner M. Alpha Condé dans le bradage des richesses nationales ou faut-il résister pour ne pas hypothéquer l'avenir du pays et l'avenir de ses enfants. Le PPTE, c'était un long combat. La malgouvernance endémique des élites qui ont gouverné la Guinée jusqu'à présent a fait que nous n'avons pas eu le PPTE en 2003, en 2004, en 2005. Nous l'avons toujours raté alors que nous imposions des sacrifices extrêmement importants à la population. Et ces sacrifices sont tellement lourds que la population est exténuée aujourd'hui. La communauté internationale, notamment la communauté financière, a accepté malgré tout, malgré certains manquements à la gouvernance économique et à la gouvernance politique, d'accorder l'atteinte du point d'achèvement. C'est parce que la Guinée est le seul pays, dans une certaine mesure, encore stable, qui ne bénéficie pas de l'atteinte du point d'achèvement. Donc, le FMI et la Banque mondiale, qui veulent passer à autre chose dans le programme de réduction de la pauvreté, se sont dit, vaut mieux permettre à la Guinée de passer le cap pour qu'on puisse s'atteler à autre chose, parce que passer le cap, c'est donner une chance aux populations guinéennes à travers la réduction de la pauvreté. Malheureusement, la gouvernance politique et économique du pays ne nous permettra pas, avec Alpha Condé, de réaliser l'aspiration des populations pour que la pauvreté recule et que s'instaure un climat d'apaisement et un climat de redistribution des richesses de manière satisfaisante pour aller pour la construction d'une société plus ou moins harmonieuse. Donc, si je vous comprends, jusqu'à présent, vous ne pouvez pas certainement énumérer une seule action, j'allais dire positive, qu'a posé donc le chef de l'État guinéen, si je comprends bien. Oui. Non, je ne vois pas. Je vois beaucoup plus les méfaits qu'une action positive qu'il a placée. Parce que dans une certaine mesure, la Guinée ne devrait pas être là où elle est aujourd'hui s'il y avait une gouvernance sérieuse, une gouvernance crédible. On serait nettement plus avancé et on aurait rassuré nos populations, on aurait réaffirmé l'égalité de tous les citoyens devant la loi et la Guinée, comme d'autres pays, allait se positionner comme des pays moteurs dans le décollage économique de la sous-région. Mais malheureusement, tel n'est pas encore le cas et nous craignons qu'avec la gouvernance actuelle, que notre pays ne sombre dans le chaos comme d'autres pays ont sombré dans des divisions et dans des confusions meurtrières, comme aujourd'hui au Mali, ou hier la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. Alors, M. Ba, nous allons vous permettre certainement donc de boire un verre d'eau pendant 2 minutes, petit repos, et puis revenons, nous allons parler un peu donc de l'Afrique de l'Ouest et ensuite permettre certainement à nos auditeurs de poser au moins quelques questions. Alors, on permet donc l'inviter de boire. Du pain chaud pour tous les clients, matin, midi et soir, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Achetez et consommez du pain chaud avec MB Halal Food. Vous pouvez aussi nous appeler pour faire vos commandes pour n'importe quel événement. N'attendez plus. Venez, achetez, consommez et appréciez le meilleur pain de Brooklyn avec le nouveau four de MB Halal Food. MB Halal Food est situé à Brooklyn. Adresse 326 Empire Boulevard entre Rogers Avenue et Nordstrom Avenue. Téléphone 718 778 69 81 ou 718 915 45 11. MB Halal Food, le meilleur marché africain dans la ville.